Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionnier. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires. Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote, ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigrée russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Voltairine de Clerc, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui, avec le sous-titre « Ni Dieu, ni Maître, ni Mari », publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucy Parsons, dont l'époux accusé à Haymarket avait été l'un des 5 martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent des salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kano Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendue au crépuscule du soir après avoir été accusée à tort de haute trahison.